Nous allons maintenant voir un troisième algorithme qui s'appelle l'algorithme de tri rapide. Alors celui-ci est un petit peu moins naturel dans le sens où c'est pas un tri qu'habituellement un humain ferait quand il doit trier des objets, mais il a un intérêt algorithmique qu'on verra donc tout à l'heure, et il va se faire avec un algorithme récursif. Alors du coup, c'est un petit peu plus facile d'écrire un tri rapide sur une liste et non pas sur un tableau, mais bien sûr, la version tableau existe également. Alors, quel est le principe du tri rapide? Donc au début, tous les nombres sont dans une liste. Le principe, c'est de choisir un élément comme étant le pivot. Donc on va voir ce que ça veut dire qu'être le pivot. Si on n'a pas de règle particulière pour choisir le pivot, on prend en général le premier élément. Donc là, notre pivot, ce sera 56. Ensuite, on va répartir tout le reste de la liste, c'est-à-dire tous les éléments sauf le pivot, en deux listes. D'une part, la liste des éléments qui sont plus petits que le pivot, et d'autre part, la liste des éléments qui sont plus grands que le pivot. Donc on fait un parcours de la liste, hop, et là 87, comme c'est plus grand que le pivot, on va le ranger dans la liste des plus grands. Ensuite, on passe à 24, qui est plus petit, donc on le range dans la liste des plus petits que le pivot. Ensuite, 64, c'est plus grand que 56, donc on le range dans la liste des plus grands. Ensuite, on passe au suivant, on tombe sur 70, 70 est plus grand que 56, donc je le range dans la liste des plus grands que le pivot. L'ordre des éléments dans la liste des plus petits et dans la liste des plus grands n'est pas important, donc on a vu que là j'ai ajouté en début de liste pour que ça ne coûte pas trop cher. L'important c'est que tous les plus petits se retrouvent dans la liste des plus petits et que tous les plus grands se retrouvent dans la liste des plus grands. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un appel récursif pour trier la liste des plus petits. Bon là c'est une liste à un élément, donc il n'y a rien à faire. Et ensuite, on fait un deuxième appel récursif pour trier la liste des plus grands. Donc là, hop, voilà, j'ai trié ma liste des plus grands. Et maintenant, et bien tout naturellement, je peux réassembler mes morceaux pour obtenir ma liste finale, puisque j'ai tous mes plus petits que le pivot qui sont déjà triés dans l'ordre croissant. Ensuite, j'ajoute le pivot, qui est donc plus grand que tous les plus petits. Et ensuite, je mets la liste des plus grands qui est déjà triée dans l'ordre croissant. Donc en fait, l'assemblage à la fin consiste juste à mettre le pivot de façon à ce qu'il soit à la fin de la liste des plus petits et au début de la liste des plus grands, et donc de transformer tout ça en une seule liste et de changer maintenant notre adresse de début de liste pour qu'elle pointe ici. Donc je vais écrire des fonctions auxiliaires comme tout à l'heure pour m'aider à écrire mon algorithme de tri. Donc tout d'abord, je vais faire une fonction séparList qui prend en argument ma liste li et qui va renvoyer un couple de deux listes qui va donc être la liste des plus petits et la liste des plus grands. Donc au début, j'initialise ces deux listes à vide. Mon pivot, c'est donc la valeur de tête de li.début que je retrouve dans li.début.data. Et ensuite, je vais faire un parcours de ma liste à partir du deuxième maillon. Donc, je place une variable adresse maillon en cours sur li.début.suivre. Donc, ça pointe sur le deuxième maillon. Et donc, pour chaque maillon en cours, si il n'est pas -1, donc si c'est un vrai maillon, je récupère sa partie data que je stocke dans une variable que j'appelle valeur maillon. Et si cette valeur de maillon est plus petite que le pivot, eh bien, je dois ajouter cette valeur au début de la liste des plus petits. Et sinon, eh bien, je dois ajouter cette valeur au début de la liste des plus grands. Et je vais au maillon suivant. Donc je continue ainsi pour parcourir donc toute ma liste li. Et quand j'ai épuisé tous les maillons, eh bien, je retourne le couple constitué de la liste des plus petits et de la liste des plus grands. Donc là, on prend la liberté de pouvoir renvoyer un couple de deux listes parce qu'on a un pseudocode, donc c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement en Python et de manière plus compliquée par des manières détournées en C. Et ensuite, je vais faire ma procédure assemble. Donc ça, c'est à la fin, une fois que ma liste des plus petits est triée, que ma liste des plus grands est plus petit, et triée, pardon. Donc, je vais prendre en argument deux listes, li début et li fin, et un nombre qui est de valeur du milieu. Et donc, le but, ça va être de modifier le chaînage de telle sorte que ma liste li début pointe vers, corresponde à une liste qui a toute ma liste li début dans l'ordre initialement, puis un maillon avec cette valeur du milieu, puis les maillons qui étaient initialement dans le li fin sans changer l'ordre. Donc, je crée mon maillon du milieu, M, et j'initialise sa partie data avec la valeur du milieu. Et ensuite, il faut que je règle les liens pour que ce maillon M se retrouve bien
donc entre les deux listes. Donc déjà, le premier maillon de la liste fin va être le maillon qui suit M. Donc mon maillon du milieu, je lui mets une flèche vers le début de ma deuxième liste. Et il faut que je règle le lien qui est en fin de la liste lit-début. Et pour cela, eh bien, soit la liste lit-début est vide, et dans ce cas-là, eh bien, il faut que je change le champ début de lit-début. Et donc maintenant, son nouveau premier maillon, c'est M. Et sinon, eh bien, je fais un parcours de la liste lit-début et je m'arrête lorsque adresse maillon en cours.suive est égal à -1, c'est-à-dire je m'arrête quand je suis pile sur le dernier maillon de la liste lit-début. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dis que ce maillon, qui est actuellement le dernier maillon de lit-début, a désormais un suivant qui est rangé à l'adresse de M, puisque son suivant, c'est M. Et maintenant, je peux écrire ma procédure de tri rapide qui prend donc en argument ma liste que je dois trier. Donc c'est un algorithme récursif, donc il faut que je pense à prévoir des cas d'arrêt. Qu'est-ce que c'est que les cas d'arrêt? En fait, une liste qui a 0 ou 1 maillon, eh bien, pour la trier, il suffit de ne rien faire. Elle ne peut pas être dans un ordre qui ne convient pas s'il n'y a que 0 ou 1 maillon. Donc ça va être ça mon cas d'arrêt. Si la liste contient moins de 2 maillons, je ne fais rien. Donc j'écris plutôt si ma liste a taille au moins 2, donc si l'idébut est différent de -1 et l'idébut.suive différent de -1, qu'est-ce que je fais? Alors je récupère mon pivot ici. Ensuite, je déclare des variables qui vont me permettre de récupérer la valeur de retour de sépare liste. Donc, il va me séparer, je vous rappelle, ma liste lit en la liste des plus petits que le pivot et la liste des plus grands que le pivot. Puis, je fais un appel récursif pour trier ma liste des plus petits, puis un appel récursif pour trier la liste des plus grands, et enfin, un appel à assemble avec ma liste des plus petits, le pivot et la liste des plus grands. Et ensuite, donc c'est ma liste des plus petits qui contient la liste triée que je voulais. Donc il faut que je modifie li.début pour qu'elle considère comme premier maillon, ce qui est actuellement le premier maillon de liste plus petit. Au niveau de la complexité, si on appelle n la taille de la liste et qu'on compte les opérations élémentaires de liste, eh bien on peut se rendre compte que ceci va nous coûter un temps linéaire puisqu'on va faire un parcours de notre liste et à chaque étape, on va faire un nombre constant d'opérations. Ici, on a une lecture dans data et on a un appel ajout de début qui coûte un temps constant et une lecture dans suivant qui coûte également un temps constant. Donc, je vais faire un nombre linéaire de fois une suite d'opérations à complexité constante. Donc, je vais avoir une complexité linéaire pour sépare liste. Et pour assemble, eh bien, alors pour la première partie, ici, ça me coûte un temps constant seulement, mais dans la suite de assemble, ici, je dois payer un parcours de ma liste lit-début, et donc ça va me coûter un temps qui va être linéaire en n1, où n1 est la taille de lit-début. Et donc, si on calcule maintenant la complexité du tri rapide, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, j'ai d'abord un nombre constant d'opérations pour évaluer la condition du si, ici, et puis pour la première opération qui est là. Ensuite, je vais faire un appel à sépareliste qui a un coût linéaire, plus un appel à assemble qui a lui aussi un coût linéaire, plus ceci qui est compté dans les coûts constants. Donc là, pour l'instant, je vois un nombre linéaire plus linéaire, ça fait linéaire. Et attention, il ne faut absolument pas que j'oublie de compter la complexité qui se cache dans les appels récursifs de tri rapide. Donc on se rappelle, pour calculer la complexité d'une fonction récursive, il faut utiliser une formule de récurrence. Donc si on appelle UN la complexité en pire cas de l'algorithme tri rapide appelé sur une liste de taille n, eh bien on va essayer d'avoir une formule de récurrence pour UN. Alors il faut qu'on donne des noms aux tailles des listes qui vont être listes plus petites et listes plus grands. On va les appeler taille N1 pour celle-ci, taille N2 pour celle-là. Et donc, comme tous les maillons sauf le pivot se retrouvent soit dans la liste des plus petits, soit dans la liste des plus grands, on a la propriété suivante qui est que N1 plus N2 est égal à N-1. Voilà, donc tous les maillons qu'on retrouve dans l'une ou l'autre liste, c'est tous les maillons sauf le premier. Par contre, on n'a pas de garantie sur la répartition entre N1 et N2, et donc si on n'a pas de bol, on peut avoir N1 qui vaut N-1 et N2 qui vaut 0. Autrement dit, on n'a pas vraiment coupé en deux listes, puisque tous nos maillons se retrouvent tous du côté, par exemple, des plus petits que notre pivot. Ça peut arriver. Alors du coup, si on écrit la formule de récurrence, on obtient en fait que UN, la complexité du train rapide appelé sur une liste de taille n, c'est égal à
ce que nous coûte l'appel sur la liste des plus petits, c'est-à-dire U de N1, plus ce que nous coûte l'appel récursif sur la liste des plus grands, qui est U de N2, plus ce que j'avais donc compté, vu dans mon appel, qui me coûtait un nombre linéaire d'opérations. Alors, je ne vais pas faire la preuve formelle, mais intuitivement, on peut se rendre compte que le cas le moins favorable, c'est quand les maillons ne se répartissent pas bien entre les deux listes, et donc on se retrouve avec N1 qui vaut carrément N-1. Et donc, dans ce cas-là, cette formule de récurrence qui est ici se transforme en ceci. Donc, U0, ça vaut 0, on a vu, hein, il n'y a pas besoin de faire d'opération pour une liste de taille 0, où la limite c'est 1 si on doit compter quand même le test, mais ça s'englobe ici dans le grand O de n. Et donc si on a un qui vaut un plus un nombre linéaire d'opérations, on peut prouver qu'une telle équation mène au fait que un est quadratique. Vous pouvez essayer d'étudier la suite définie par un est égal à un plus n, si vous voulez, pour simplifier ça. Vous allez tomber sur un ordre de grandeur quadratique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête à étudier le tri rapide, qui n'est pas un tri très naturel pour des humains, puisque visiblement il ne donne pas une meilleure complexité non plus. Alors, il ne donne pas une meilleure complexité en pire cas que les algorithmes de tri par sélection ou par insertion, mais par contre, si on comptait la complexité en moyenne au lieu de en pire cas, eh bien là, on aurait un gain de complexité. Donc, on n'a pas vu en L1 comment calculer la complexité en moyenne, mais c'est une autre façon de compter la complexité qui est un petit peu plus subtile. Et dans ce cas-là, on aurait obtenu une complexité du tri rapide en grand O de n log n. Et ça, c'est bien mieux que du quadratique. Alors intuitivement, c'est parce que en moyenne, le fait que les maillons se répartissent mal entre les deux listes arrive avec faible probabilité. Voilà. Donc si on fait une analyse en moyenne, on va avoir plus souvent des cas où la répartition entre les listes des plus petites et des plus grandes est plus équilibrée. Et dans ce cas-là, on évite ce cas qui nous est pas favorable. Et on a une répartition plutôt en deux listes de taille à peu près égale. Voilà, donc gardez en tête que dans le pire des cas, c'est du quadratique, mais c'est intéressant quand on fait une étude de complexité plus fine.